Kenya, les chasseurs d'ivoire laissent de nombreux éléphanteaux orphelins. Près de la capitale, une pouponnière a été créée pour sauver ses victimes du braconnage. Vous savez, c'est pas évident à traire un éléphant. C'est la raison pour laquelle on leur donne cette préparation spéciale, totalement végétale. Dans le blog Animaux, petit point sur la relation tumultueuse qu'entretiennent les animaux avec les drones. Et gros plan sur un métier de rêve, nounou pour panda. Alors Ulysse en fait a tendance à mâchouiller, mordiller un petit peu tout et n'importe quoi, que ce soit les fils électriques, des livres, du tissu, les jouets des enfants. En fin d'émission, notre vétérinaire vous donnera ses astuces pour que votre chat ne s'attaque plus qu'à ses croquettes. Partons pour le Kenya à la découverte d'un lieu étonnant, une pouponnière pour éléphants. Nous avons suivi le quotidien de ce sanctuaire pour comprendre comment Daphné Sheldrick et les hommes qu'elle a formés ont réussi à sauver plus de 200 éléphants orphelins grâce à leurs efforts, du jeu et beaucoup de tendresse. Le jour se lève sur la savane africaine. Terre de grands espaces et d'une faune que l'on aimerait sauvage et libre. Mais le continent noir est le théâtre d'un drame. Le braconnage menace la plupart des grands mammifères d'Afrique. Ce sont ainsi des rhinocéros abattus pour leurs cornes, des grands félins piégés pour leur peau ou leurs os aux prétendues vertus médicinales, ou les éléphants victimes de la forte demande d'ivoire en Extrême-Orient et en Asie. Cette guerre autour de l'or blanc fait de nombreuses victimes collatérales. Des orphelins qui, sans protection maternelle, mourront de faim, de soif ou attaqués par les prédateurs. Étonnamment, pour leur venir en aide, c'est dans la capitale qu'il faut se rendre. Nairobi est une métropole africaine typique avec sa circulation dense et ses vendeurs de rue. Mélange de tradition et de modernité. À 2 pas du centre-ville, la fondation David Sheldrick pour la vie sauvage. Un orphelinat appelé la pouponnière des éléphants. 7 heures, comme dans toute pouponnière, la journée commence par la préparation des biberons. Et pour cela, il faut beaucoup de lait. Une eau à la même température que le lait maternel, à mélanger avec une poudre lactée reconstituée. Edwin, le chef des gardiens, tient à s'en occuper personnellement. Il suit chaque étape de la confection des biberons. C'est une recette totalement végétale, parce que les éléphants ne digèrent pas le gras du lait de vache. Et avoir du lait d'éléphant n'est pas chose facile. Tu peux difficilement traire un éléphant. Donc on les nourrit avec ce mélange. Une formule très précise et des quantités adaptées à chacun des 30 éléphants du sanctuaire. Chacun boit en moyenne 2 biberons de 6 litres. Et cela 3 fois par jour. Ce bébé a environ 9 mois. À 8 mois, il commence à se nourrir d'herbe. À son âge, elle devrait être capable de trouver de quoi se nourrir, mais pas suffisamment pour survivre dans la nature. Et comme ils n'ont plus leur mère, on joue le rôle de leur famille, de leurs parents, en les protégeant et en leur montrant quoi faire tout en les promenant. C'est ce qu'une mère ferait pour son bébé, alors nous jouons ce rôle. À la fois ange gardien et mère de substitution, Edwin et ses collègues sont à leur disposition 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Allez, à plus tard. Un dévouement immense, à la hauteur des besoins de ces petits êtres au passé douloureux.
Zongoloni, cette femelle de 2 ans, symbolise les souffrances de ces orphelins victimes d'un braconnage qui s'intensifie en Afrique. Son histoire commence lorsque la Fondation Sheldrick est contactée pour secourir une éléphante blessée et sa fille. Pourchassée pour ses défenses, la mère a reçu une balle de gros calibre dans la patte avant droite. Les vétérinaires soignent la plaie sans pouvoir extraire la balle, logée trop profondément. La femelle semble avoir supporté le choc, mais une semaine plus tard, les Rangers la retrouvent mourante. Affaiblie, la petite éléphante protège toujours farouchement sa maman. Privée de lait depuis plusieurs jours, elle est complètement déshydratée. Pour sa mère, il n'y a malheureusement plus rien à faire. Mais pour l'éléphanto, une course contre la montre commence. Objectif, la rapatrier d'urgence à la pouponnière de Nairobi pour tenter de la sauver. Les gardiens immobilisent l'animal paniqué. Une fois à bord, l'éléphante est perfusée. Ses signes vitaux se stabilisent. Les gardiens décideront de nommer la jeune rescapée Zongoloni, du nom d'une montagne proche du lieu de son sauvetage. Six mois plus tard, grâce aux soins des gardiens, la petite Zongoloni a repris du poids. Elle s'est intégrée au groupe des orphelins, mais reste méfiante vis-à-vis des humains. À cause de ce qu'elle a vécu, elle est plus timide que les autres. Elle se souvient encore de ce que les humains lui ont fait, de ce dont l'homme est capable. Elle ne leur fait donc plus entièrement confiance. Ce qui finalement est une bonne chose, parce que ça va l'aider quand elle retournera à la vie sauvage. Être une mère de substitution est un rôle très important. Je suis vraiment très heureux de faire ça. « 11 heures, les 30 orphelins du sanctuaire se hâtent pour la 3e tétée de la journée. Ils ont entre 1 mois et 5 ans et ne sont pas tous encore sevrés. Chacun reçoit 6 litres de lait de coco en poudre, la seule formule qu'ils tolèrent. Après le biberon, de longs bains de boue et de poussière protègent leur peau de l'ardent soleil africain. L'ouverture de l'orphelinat au public et la possibilité de parrainer un éléphanto permettent à la Fondation de récolter des dons. Elle a pu ainsi, au fil des ans, remettre en liberté plus de 200 orphelins. Les dons financent aussi 8 équipes anti-braconnage, 3 équipes de vétérinaires mobiles et divers projets environnementaux à travers tout le pays. Derrière ces chiffres, des hommes et surtout une femme qui a voué sa vie aux éléphants. Dame Daphne Sheldrick. Anoblie par la reine d'Angleterre en 2006, elle est la fondatrice et l'âme des lieux. Dans la petite maison qu'elle occupe au cœur de l'orphelinat, chaque objet témoigne de son engagement pour la faune africaine. Née au Kenya, elle a travaillé plus de 25 ans aux côtés de son époux, le célèbre naturaliste David Sheldrick. En 1977, après le décès de son mari, elle a créé la fondation David Sheldrick. Je travaille avec les éléphants depuis 50 ans maintenant. Je les connais bien. J'en ai élevé plus de 150, certains depuis leur plus jeune âge jusqu'à l'âge adulte. Et quand pendant des années vous travaillez autant en osmose avec un animal, vous finissez par savoir ce qu'il ressent et ce qu'il pense. Avec les éléphants, j'ai l'habitude de dire « vous récoltez ce que vous semez ». Ça dépend de comment vous les traitez.
Si vous avez du respect pour eux, ils vous le rendent bien. C'est très important de les traiter avec la douceur et la bienveillance qu'ils auraient auprès de leur propre famille. Ainsi, ces éléphants nous récompensent au centuple quand ils grandissent. Edwin, qui fait aussi office de vétérinaire de fortune, doit soigner la trompe de l'un d'entre eux. Même pour ce bébé, 7 hommes ne sont pas de trop. On l'a sauvé à Samburu, où il était tombé dans un puits. Quand il était au fond, il a été attaqué par des chacals. C'est de là que viennent toutes les blessures sur sa trompe. Là, on essaie de soigner ses plaies pour qu'il puisse se réalimenter normalement. C'est vital pour sa survie et son retour éventuel dans la nature. J'utilise de l'argile verte qui a de bonnes propriétés antiseptiques sur les blessures. S'occuper des plus jeunes lorsqu'ils sont fragiles, une perfusion à la main. Marcher à leur côté toute la journée. Les accompagner à chaque étape de leur guérison et dans l'apprentissage de leur vie d'éléphant. Tel est le rôle des gardiens. Vers l'âge de 5 ans, lorsqu'ils sont jugés autonomes, les éléphantos sont transportés à la réserve de Tsavo, dans l'est du pays. Là, ils sont progressivement réintroduits à la vie sauvage, se détachant de leurs gardiens pour intégrer une harde d'éléphants libres. Mais jamais les orphelins n'oublieront leur sauveteur. Et la réciproque est vraie. Julius, gardien à l'orphelinat depuis plus de 10 ans, a toujours un pincement au cœur lorsqu'il doit se séparer de l'un de ses protégés. C'est une tristesse joyeuse. D'un côté, on est content pour eux, mais après être resté près d'eux si longtemps, on est comme une famille. Les voir partir, ça rend triste. Mais ils appartiennent à la vie sauvage, et c'est bon de les voir retourner à la nature. Notre objectif est de les sauver, de les élever par nos moyens à nous, puis de les rendre à la vie sauvage. Voir l'un d'entre eux retrouver sa liberté alors qu'on s'en est occupé, c'est une vraie satisfaction. 17 h. Pour l'éléphanto à la trompe blessée et pour les autres orphelins, il est temps de rentrer se coucher. Guidés par leurs gardiens, ils filent vers leur dortoir. Les orphelins dorment dans des boxes individuelles, ou presque. Les plus jeunes ont besoin d'une présence humaine 24 heures sur 24. Aussi, Julius dormira avec son petit après l'avoir préparé pour la nuit. En fait, c'est pour leur tenir chaud, parce qu'ils peuvent facilement attraper une pneumonie. Juste avant de se coucher, le bébé éléphant va prendre sa 6e et dernière tétée de la journée. À cet âge-là, leur trompe n'est pas très puissante. Il faut qu'ils puissent la poser quelque part pour pouvoir boire le lait confortablement. Dans la nature, ils tètent toujours en appuyant leur trompe sur le ventre de leur maman. Mais ici, à la pouponnière, avec nos petits corps d'hommes, on ne peut pas remplacer le gros flanc de leur maman. C'est pour ça qu'on met une couverture pour recréer l'image de leur mère. À côté, son petit voisin dort déjà, sous l'œil de son ange gardien. Allez au lit. Au lit. Il est l'heure de dormir. Julius peut lui aussi aller se coucher, à quelques mètres seulement de son protégé. Mais à quoi peut bien rêver ce bébé éléphant? À sa mère perdue? À sa vie à l'orphelinat?
peut-être à la liberté, à la vie sauvage qu'il retrouvera un jour. Grâce au travail de la Fondation Sheldrake, ce rêve-là deviendra bientôt réalité. La tendance est au drone. Avec des prix de plus en plus légers, chacun peut se procurer ses objets volants commandés à distance. Avec les animaux, en revanche, ce n'est pas vraiment une histoire d'amour. Mais pour les particuliers, c'est un bon moyen de faire la course avec son animal tout en réalisant de superbes vidéos aériennes. Certains, un peu plus fainéants, s'en serviront pour promener leur chien. Pourtant, des personnes mal intentionnées pourraient en faire un mauvais usage, comme disperser des produits chimiques dangereux ou faire de l'espionnage industriel. C'est pourquoi la police hollandaise a fait appel à un affêteur et à ses rapaces. Objectif : neutraliser les drones pouvant représenter une menace avec une interception directement dans les airs. Pour certains, le drone est un jouet, mais il peut aussi représenter un vrai danger. Ils ont envahi notre espace aérien. Nous avons donc spécialement dressé les rapaces pour qu'ils soient capables de les intercepter. Avec sa vision 8 à 10 fois supérieure à celle des hommes, un aigle peut discerner un objet de 16 cm à 1500 mètres d'altitude. Cette méthode, dont l'efficacité est actuellement testée, repose sur l'instinct naturel de chasse de l'oiseau qui réagit comme s'il était face à une proie. Une coopération oiseau-homme qui n'en est qu'à ses balbutiements, mais qui s'avère déjà d'une redoutable efficacité. Plus terre à terre maintenant, en Chine, dans la réserve de Chengdu. Un des rares centres au monde où les pandas réussissent à se reproduire. Plus de 200 ont déjà vu le jour ici grâce au bien-être qu'on leur apporte. Un job de rêve a même été créé. Nounou pour panda. Pour 2 300 € par mois, soit plus de 4 fois le salaire moyen chinois, la panda sitter doit s'occuper des bébés 365 jours de l'année. Un travail qui consiste à prendre soin et câliner ces adorables pandas avec pour seul objectif de les rendre heureux. Bonne nouvelle, un poste se libère et le centre recrute au niveau mondial. Alors à vos CV ? Anxiété, agressivité, dysfonctionnement alimentaire ou encore malpropreté, votre chat est peut-être victime de troubles du comportement. Pas de panique, le docteur Cyril Berg, notre vétérinaire, blogueur et passionné de médecine féline, vous vient en aide. Bonjour docteur Berg, mon chat a tendance à grignoter, mâchouiller tout ce qui lui passe sous le nez. J'aurais besoin de vos conseils. Bonjour Anne-Violaine, ce comportement est assez fréquent chez certains chats et ça peut être dangereux. C'est pour ça qu'il faut que je vienne vous voir pour en parler. Ok, très bien, tout de suite. Bonjour docteur, bienvenue. Bonjour Anne-Violaine, merci. Entrez. Merci. Alors expliquez-moi ce qui se passe avec Ulysse.
Alors Ulysse, en fait, a tendance à mâchouiller, mordiller un petit peu tout et n'importe quoi, que ce soit les fils électriques, des livres, du tissu, les jouets des enfants. On a dû gainer nos fils électriques, cacher certaines choses pour pas qu'il n'y ait accès, donc c'est vrai que c'est un petit peu embêtant. Et il y a 2 mois, en fait, il a fait une occlusion intestinale suite à l'ingestion de 2 morceaux de tissu. D'accord. Alors effectivement, chez certains chats, ça peut être un problème de manger tout et n'importe quoi. Par exemple, quand ils avalent des petits objets comme ça qui ne sont pas comestibles, en médecine vétérinaire, on appelle ça du pica. D'accord. Alors le pica peut être dû à plusieurs choses. Ça peut être par exemple le chaton qui découvre son environnement, qui explore et qui va avaler des objets. On peut l'avoir aussi chez certaines races asiatiques comme le siamois, qui mange de la laine et qui va avaler de la laine. On peut avoir ça chez certains chats qui ont une ration carencée en fibres. Dans le cas d'Ulysse, probablement ce qu'on a, c'est un manque d'activité de chasse, un manque d'activité de prédation. La première chose à mettre en œuvre, c'est ce que vous avez commencé, c'est-à-dire de protéger votre environnement, de ranger tous les objets qui peuvent le stimuler et qu'il pourrait avaler. Ranger, c'est bien, mais ça ne suffira pas. Alors on va faire en sorte qu'il ait des expériences négatives avec les objets qu'on n'aura pas pu ranger. Donc qu'est-ce qu'on va faire par rapport à ça? C'est qu'on va associer avec ces jouets un répulsif. Par exemple, quand on prend notre hélicoptère, là, on peut utiliser comme répulsif du piment qu'on va mettre comme ça, badigeonner un peu sur les zones qu'il a tendance à attaquer. Alors là, j'ai mis une bonne couche, hein, donc je suis un peu généreux. On peut utiliser aussi des répulsifs amers en spray qui existent. Alors évidemment, on essaye d'associer aussi des odeurs fortes. Donc là, le répulsif ne suffit pas alors? Non, ça ne suffit pas parce qu'on ne va pas pouvoir mettre du répulsif partout. En revanche, le fait d'associer une odeur forte, ça va lui permettre d'avoir le souvenir que cette expérience négative était associée à cette odeur. Donc on va pouvoir l'associer avec de l'huile d'eucalyptus ou de l'eau de Cologne. Alors, en échange des objets qu'on va lui supprimer, on va lui apporter, par exemple, des objets à mastiquer. Alors, au départ, ce sont des petits os pour chiens, mais ce qu'on va choisir, justement, ce sont les plus petits possibles, qui soient adaptés au chat. On peut également lui créer un petit espace de nature à l'intérieur de la maison, en utilisant, par exemple, de l'herbe à chat, qui est sous différentes formes, qui peut être déjà germée, ou alors, on utilise un bac avec des graines qu'on va arroser pour la faire pousser, ce sera toujours de l'herbe à chat. En revanche, bien souvent, ce n'est pas de la véritable herbe à chat. L'herbe à chat, ce sont des plantes aromatiques, c'est-à-dire la valériane officinale, par exemple, ou la catère. Donc ce qui est très simple, c'est d'utiliser un bac et semer de la pelouse. Et ça peut être utilisé dans la maison, et on aura un coin de nature avec de l'herbe, ça pourra lui apporter des fibres éventuellement, s'il en manque un peu dans son alimentation. Donc on va avoir quelque chose de très intéressant qui va créer de l'activité et compenser la nature qu'il ne peut pas avoir dans un appartement. Ulysse, non! Dis donc Ulysse, non! Alors évidemment, punir un chat, c'est complètement interdit. C'est contre-productif. Le chat, quand il fait ça, c'est vraiment un instinct qu'il a de chasse, de vouloir attraper, mordre, manger éventuellement. Donc ce qu'on va faire, on va recréer par le jeu des moments de chasse. Donc on va prendre un jeu loin de la main, bien sûr, pour pas que le chat associe la main avec le jeu. Et on va recréer une vraie chasse, c'est-à-dire avec un début, un milieu et une fin. Donc on fait bouger notre petite souris pour capter l'attention du chat. Et ce qui marche toujours, c'est de se rapprocher et de cacher la proie. La proie s'enfuit. On laisse attraper le chat. Sinon, il y a trop de frustration. Il faut toujours que dans les séquences, le chat puisse attraper sa proie. Allez, maintenant, c'est à vous. Merci. Ce qui est bien important dans ce jeu, c'est d'avoir ces 3 phases qui sont le début, le milieu et la fin. C'est-à-dire que la souris est très active. Par la suite, elle devient de moins en moins active et elle finit par mourir. Donc ça, c'est très important de respecter ça. Et on le fait combien de temps à peu près par jour?
Et alors on va faire ça à peu près un quart d'heure à une demi-heure. Ah, quand même. Et oui, parce que si on veut éviter les problèmes de comportement avec un chat, il y a un minimum d'investissement du maître tous les jours. Et alors d'autres moyens de le stimuler dans notre environnement, ça va être par exemple votre aquarium avec le poisson devant lequel il va pouvoir passer des heures. Et le top du top, c'est de pouvoir lui donner l'accès à l'extérieur, là où il sera parfaitement stimulé et qui permettra d'éviter qu'il aille manger tous les objets qu'il y a dans la maison. Super, merci beaucoup pour vos conseils. Mais je vous en prie. Je vous tiens au courant de l'évolution. Parfait. Je vous raccompagne. À très bientôt alors. Merci. La semaine prochaine, Noémie apporte une touche de fraîcheur au métier de toiletteur. À seulement 17 ans, cette mineure qui a toujours travaillé auprès des chiens et des chats a déjà sa propre entreprise. La valeur n'attend pas le nombre des années.